Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans une nouvelle session de l'Invivox Academy. Nous avons le plaisir d'accueillir Aude Niadanou, qui a accepté très chaleureusement notre invitation. Merci Aude et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Invivox Academy. Donc Aude évoquera avec nous aujourd'hui le sujet de l'innovation. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'innovation doit être toujours technologique? Donc, je vais laisser quelques minutes tous les participants entrer dans la salle. En attendant, je rappelle quelques règles de la Invivox Academy. Donc, la Invivox Academy existe depuis maintenant septembre 2020. L'une des bonnes conséquences de la crise, parce qu'on se retrouve tous les jeudis à midi, 30 minutes, autour en fait de thèmes pour une meilleure compréhension du digital dans la santé. Donc, pas forcément que digital, parce que on peut vraiment entrer dans cette académie des acteurs importants de la santé. Donc, et aussi, on s'ouvre à des sujets comme aujourd'hui sur l'innovation. Je vous rappelle, à chaque fin de topo, donc c'est 20 minutes de topo, 10 minutes de questions-réponses. Donc, en bas, vous avez l'occasion de poser vos questions que je distribuerai à Aude en fin de talk. Voilà, donc Aude, je te laisse prendre la main. Ok, merci beaucoup en tout cas Marion et toute l'équipe d'Invivox de m'avoir invité à participer aujourd'hui à la Invivox Academy. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous autour des sujets d'innovation. Donc le sujet aujourd'hui, ça va être vraiment la question de l'innovation utile. Est-ce que c'est une innovation qui est forcément technologique ou est-ce qu'on pourrait aussi avoir un impact avec des solutions qui seraient plus low-tech? Bon, si vous voyez le nom de ma boîte qui s'appelle L'Hôpital, vous imaginez bien que personnellement, ma réponse, c'est oui, en effet, l'innovation utile pourrait être autre que technologique. Mais déjà, je voudrais un peu vous demander votre avis, à vous qui êtes connectés, sur une question que je me suis posée en choisissant le titre de cette intervention. À votre avis, est-ce que innovation utile, c'est un pléonasme? Est-ce que pour qu'une innovation soit effectivement une innovation, il faut absolument qu'elle soit utile ou pas? Est-ce qu'on est obligé voilà, d'associer ces deux termes? Alors, je vois que vous répondez hyper rapidement. Je vais vous laisser voilà, quelques secondes pour pouvoir répondre et donner votre avis là-dessus. Donc là, vous êtes déjà 39 à avoir répondu. Vous êtes super efficace. Bon, alors pour l'instant, c'est le non qui remporte le maximum de suffrages, puisqu'on a 41% de non, 26% de oui et 32% de je me demande. Globalement, la tendance, je pense, va peut-être se confirmer avec les autres réponses. Donc voilà, vous êtes plus nombreux à penser que non. Alors j'entends souvent hein, que l'innovation, c'est pas forcément quelque chose qui doit répondre à un besoin, ça peut être quelque chose qui crée un nouveau besoin. Personnellement, je suis pas du tout d'accord avec vous. Alors désolée, je commence directement en disant que je suis pas d'accord avec 40% des participants. Mais de mon côté, je pense que dans la définition même de l'innovation, pour que quelque chose soit effectivement innovant, il ne faut pas juste que ce soit nouveau, il faut également que ce soit utile. Et en tout cas, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment axé autour de l'utilité, de la pertinence et de l'innovation qui répond effectivement à un besoin. Comment est-ce qu'on arrive à répondre effectivement à un besoin? Et donc, vous verrez qu'à mon avis, pour répondre à un besoin, on n'est pas obligé d'aller s'appuyer sur la technologie. Je vois que vous êtes 30% aussi à vous poser la question. J'espère qu'à la fin du talk, on pourra aussi en discuter. Mais en tout cas, voilà. À vrai dire, le terme que je devrais utiliser, ce n'est pas forcément un pléonasme, c'est plutôt une tautologie, parce que j'ai fait exprès pour insister sur le fait qu'à mon avis, l'innovation est toujours utile. Alors, je vais démarrer en vous présentant quelqu'un qui s'appelle Doug Dietz. Alors, il faut que je vous partage mon écran, pardon, pour que vous ayez accès à ma présentation. Voilà, là, normalement, vous pouvez voir mon écran.
Et donc, je vais démarrer, donc je vous disais, en vous présentant Doug. Alors, ceux qui ont déjà assisté à d'autres conférences, vous commencez à le connaître, je pense, parce que j'aime beaucoup commencer avec cet exemple. Donc, Doug Dietz, moi, je l'ai découvert grâce à un TEDx qui s'appelle Transforming Healthcare for Children and Their Families, que je vous conseille de visionner quand vous aurez un moment. Et donc, Doug, c'est un ingénieur qui travaillait chez GE Healthcare aux États-Unis et qui a travaillé pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être même, sur le comment dire? La recherche et développement sur une nouvelle machine à IRM. Donc cette machine, elle ressemblait à peu près à ça. Donc vous connaissez, hein, je pense, à quoi ressemble une machine à IRM. Peut-être que beaucoup parmi vous ont déjà aussi subi une IRM, et vous serez sûrement d'accord avec moi sur le fait que c'est quelque chose d'assez désagréable, et que de manière générale, pour un adulte déjà, c'est pas forcément un bon moment, entre, le fait de pas devoir bouger et le bruit, et cetera. Alors, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand, on parle d'enfants. Doug, une fois qu'il avait, avec son équipe, fini de mettre au point cette nouvelle machine qui est extrêmement performante, il a pu du coup, aller voir le premier hôpital qu'il avait installé et aller voir le premier patient qui allait donc passer une IRM dans cette nouvelle machine. Il se trouve que ce premier patient, c'était un enfant de 7-8 ans qui était totalement terrorisé, et qui était accroché au bras de sa mère en pleurant et en disant: «Je veux pas y aller, j'ai peur, je veux pas y aller» et cetera. Et donc Doug, qui était hyper fier de son innovation, qui était hyper content d'assister à cette première IRM, bah, il s'est décomposé et là, il s'est dit: «Mince, j'étais pas conscient que j'avais créé un instrument de torture, en fait. J'étais pas du tout conscient qu'il y avait, des enfants qui allaient passer un mauvais moment à cause de moi. J'ai oublié quelque chose dans la conception de mon projet». Et donc, il décide d'aller s'inscrire à la D-School, de Stanford, donc c'est vraiment la référence en termes de design thinking. Il fait tout un travail sur justement un enfant, qu'est-ce qui l'angoisse, qu'est-ce qui le rassure, comment on détourne son attention. Il va interviewer, des enseignants, en école primaire, des marionnettistes, des assistantes maternelles, enfin toutes les professions autour de l'enfance et puis aussi des enfants, eux-mêmes. Et après tout ça, au bout de quelques mois, il transforme sa machine à IRM en bateau pirate. J'adore cet exemple, je trouve que cet exemple est absolument génial. Parce que derrière, là, si vous regardez, hein, c physiquement, ce qui a été créé, c'est globalement un, très, très grand autocollant. Ce qui a été, créé avec, évidemment, c'est un scénario. C'est-à-dire que quand le petit patient arrive pour faire son IRM, en fait, on le met vraiment en condition et on lui explique, «Alors voilà, tu vas, aller dans un bateau pirate et le but, c'est, de voler le trésor». Mais en fait, là, il va falloir que tu te caches dans la cale parce que, il y a des pirates qui font leur ronde et si jamais ils t'attrapent, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Donc tu vas te cacher dans la cale. Surtout, tu ne bouges pas, tu ne fais pas de bruit. Il faut pas qu'ils te repèrent, sinon c'est vraiment très dangereux. Mais tout à l'heure, quand, le pirate qui fait sa garde pourra aller faire sa sieste, ben, toi, tu pourras sortir et tu pourras t'enfuir avec le trésor. Et donc le gamin, il fait son IRM, il est trop content d'être dans la cale du bateau. Il bouge pas du tout. En plus, il est pas inquiet qu'il y ait du bruit parce que c'est normal, il y a la houle, voilà, il y a il y a les pirates qui font des trucs sur le bateau. Et puis à la fin de son IRM, on lui offre un paquet de pièces en chocolat et là, il demande à sa mère, «Maman, maman, quand est-ce qu'on pourra revenir?» Et donc c'est là que Doug, réussit son pari. Je trouve cet exemple déjà très touchant et vraiment très réussi, j'adore, voilà les couleurs, et toute la créativité qu'il y a derrière, mais surtout ce que je voulais souligner dès maintenant, c'est que là, si vous regardez sur cet exemple, on a donc un autocollant géant et un scénario. C'est de l'innovation organisationnelle, c'est des choses où il y a même pas besoin d'une once de tech, et pourtant l'impact, il est énorme en termes d'expérience. Et moi, c'est vraiment ce type de projet qui me parle et c'est là-dessus que je travaille déjà depuis 4 ans. Et donc je vais vous parler un peu de 2 actions que j'ai faites qui vont dans ce sens et vous expliquer un peu derrière les tenants et les aboutissants. La première chose dont je vais vous parler, ce sont, les créatons de l'hôpital. En fait, c'est vraiment par là, moi, que je suis arrivée dans le milieu de la santé, alors qu'à la base, j'ai une formation, plutôt d'ingénieur, à l'école polytechnique et de docteur en chimie, donc j'étais pas du tout partie, sur les sujets d'hôpital, hein, à la base et personnellement, je me posais beaucoup la question de, en tant que citoyenne, qu'est-ce que je peux apporter comme solution utile vraiment, aux patients, qui soit un peu plus concrète que, mes expériences de chimie et la recherche académique fondamentale sur les questions et donc j'ai créé les créatons d'hôpital avec dans l'objectif, derrière de rassembler d'autres citoyens comme moi pour réfléchir ensemble à des solutions pour améliorer globalement l'expérience des patients et la qualité de vie au travail des soignants, surtout dans les hôpitaux, et aujourd'hui ça s'ouvre de plus en plus sur des structures médico-sociales également.
Le concept, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, l'innovation, c'est une innovation qui est utile. Pour pouvoir répondre de manière utile à un besoin, il faut commencer par identifier un besoin, pour être sûr qu'on crée une solution à un besoin et pas juste un projet, dont on ne sait pas forcément quelle va être l'utilité. Pour ça me paraissait essentiel de commencer, un événement, comme ça d'innovation collaborative par une immersion sur le terrain. Donc en fait, on propose à des participants d'aller passer 3 jours dans un hôpital, pour vraiment faire de l'observation, regarder, qu'est-ce qui est où, comment ça fonctionne, les allées et venues et cetera. Et puis aussi, de manière, vraiment objective, interroger des patients, interroger des professionnels de santé, essayer de comprendre leurs expériences, leurs besoins, leurs problématiques du quotidien et tout consigné, dans un rapport d'étonnement. On appelle ça vraiment un rapport d'étonnement parce que l'idée, c'est d'emmener des citoyens qui ne connaissent pas le milieu hospitalier, et qui vont donc s'étonner d'un certain nombre de choses dans l'organisation, dans le fonctionnement et dans les outils, sur lesquels ils vont pouvoir donc remettre les choses en question grâce à leur regard qui est totalement neuf. Donc j'appelle ça le pouvoir de l'ignorance, et c'est vraiment le fait de se dire: «C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'hôpital qu'eux vont avoir ce regard et vont être capables de proposer des choses, vraiment nouvelles et de repérer aussi des besoins qui n'avaient pas forcément été mis en avant jusqu'à maintenant». Suite à cette phase d'immersion, on va faire, un week-end, donc on appelle le créaton, mélange de créativité et marathon, où les gens vont réfléchir en groupe, à des solutions pour les problèmes qu'on a vus sur le terrain. Et derrière, on essaie de faire des solutions low-tech, je vais revenir là-dessus, des choses simples, et c'est présenté évidemment à la fin du week-end, par des pitchs, ça c'est assez classique, devant un jury qui va pouvoir, mettre en avant les projets qui sont les plus pertinents et qui sont les plus susceptibles de pouvoir se concrétiser. Là, on s'appuie très fortement sur la notion d'intelligence collective. On forme des équipes qui sont très pluridisciplinaires. On fait exprès de mixer, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont beaucoup d'expérience professionnelle, des étudiants, des gens qui travaillent, complètement, dans plein de domaines différents. Sur le week-end, il peut aussi y avoir des gens qui viennent de la santé. C'est essentiel aussi de pouvoir mixer un peu, ces profils, pour, voilà, réfléchir ensemble, proposer des choses le plus concret possible. Proposer des solutions qu'on va pouvoir prototyper, qu'on va pouvoir tester et qu'on va pouvoir ramener sur le terrain où on a fait, d'abord, l'immersion, bah, quasiment dès le lendemain du week-end pour pouvoir voir si effectivement ce qu'on a proposé, ça a du sens. Alors pour vous donner un peu des exemples, vous en avez vu très rapidement dans la vidéo, je vais vous parler de 2 exemples qu'on a eus l'année dernière. Très rapidement, hein. Il y a un exemple qui s'appelle Carnabin. L'idée, c'était de se dire que, un interne en médecine qui arrive dans un nouveau service, il va avoir, une difficulté en fait pour, pouvoir s'intégrer, dans un écosystème. Donc c'est-à-dire, le service généralement, il travaille avec d'autres services, avec d'autres structures aussi en ville, avec éventuellement, des structures aussi médico-sociales. Là, on était sur un service de psychiatrie, donc derrière il y a des CMP, il y a l'hospitalisation de jour, de nuit, il y a, les autres pathologies, somatiques pour lesquels on ne va pas pouvoir forcément aller dans n'importe quel service. Certains services acceptent les patients psy, d'autres pas. Donc il y a toutes ces problématiques-là qu'on doit intégrer très vite en tant qu'interne, alors que le stage ne dure que 6 mois. Et donc en interview, on avait vu que les internes disaient qu'ils mettaient à peu près 2 ou 3 mois à réussir à vraiment comprendre tout l'écosystème, avoir tous les contacts et savoir exactement comment gérer toutes ces interactions. Et donc l'idée, c'était de se faire un carnet, un peu électronique de prise de notes, de partage derrière avec l'interne qui était là avant et puis avec l'interne suivant pour que l'information se transmette le mieux possible. Et l'autre projet que je vous propose là, c'est Happy. Donc là, on parle d'un carnet qui est associé à des ateliers, pour également des patients qui sont hospitalisés en psychiatrie, pour les aider en fait à, déterminer leurs envies et à planifier un peu le temps où ils seront chez eux pour savoir, quand je me retrouve chez moi et que je ne sais pas trop quoi faire et que je me sens un peu angoissée, quelles sont les activités que j'aime et que j'avais prévu déjà de faire à un moment où je me sentais bien et quelles sont les étapes par lesquelles je passe pour que ça se réalise. Donc je fais exprès de vous montrer un exemple numérique, un exemple qui ne l'est pas. Quand je vous parle de low-tech, c'est pas qu'on refuse absolument d'utiliser du numérique, c'est plus qu'on va essayer de faire des choses simples, et rapides aussi parce qu'évidemment, on fait un week-end avec des gens qu'on connaît pas, c'est pas évident qu'on se lance après dans 5 ans d'R&D et on veut que ça aboutisse. Jusqu'à aujourd'hui, on a rassemblé à peu près 200 personnes, donc on appelle les low-pitters, des participants
qui ont participé à 27 immersions dans des services en Île-de-France. Donc, ça a donné lieu à 27 projets et on travaille avec tout un écosystème de partenaires. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu plus de 50 partenaires. Donc, ça va être des institutions telles que l'ARS Île-de-France, par exemple, des hôpitaux, évidemment. On a bossé beaucoup avec la PHP, aussi avec l'hôpital Foch pour avoir la vision plus privée but non lucratif, avec les cliniques Elsan pour avoir la vision du privé, avec des EHPAD également. Et cette année, on est aussi sur du médico-social, parce que je vais vous parler un peu plus des thématiques qu'on a pu aborder. On a bossé sur le quotidien à l'hôpital, sur l'autonomie. Donc là, il y avait aussi les EHPAD, sur la santé mentale, comme je vous disais. Et puis là, on est en train de préparer l'édition 2021 sur la santé sexuelle des femmes. Donc c'est un événement qui aura lieu au mois de mars, fin mars, des immersions courant mars. Donc vous pouvez encore vous inscrire si ça vous intéresse, allez voir sur notre site. Du coup, là, on va aussi faire des immersions dans les plannings familiaux, à la Maison des femmes qui accueille des femmes victimes de violences. Etc. Voilà. Donc en termes de partenaires, je vous disais, on a donc ces lieux d'immersion. On a également des partenaires industriels qui vont venir soutenir avec de l'expertise et du sponsoring. Donc c'est souvent des laboratoires pharmaceutiques ou ça peut aussi être des PME, enfin voilà, tout ce qui va être medtech, également des startups. Donc ça, c'est aussi un écosystème sur lequel on s'appuie énormément, voilà, en termes d'expertise également et en termes de communication pour pouvoir relayer l'information. Et enfin, des écoles. Donc, si je reviens sur ce concept de manière un peu plus théorique, en fait, on s'appuie vraiment sur le design thinking. Le design thinking, on le représente souvent avec un double diamant parce qu'il va y avoir un premier diamant qui correspond à la compréhension du problème et l'autre sur l'idéation. On utilise les diamants parce qu'il y a vraiment des notions de divergence et de convergence. Donc, c'est-à-dire d'abord, au tout début, on va faire l'étude terrain sur laquelle, du coup, il va y avoir une divergence. On va collecter énormément d'informations. On va essayer d'être le plus large possible, d'aller voir tous les acteurs, tout l'environnement. Ensuite, on va reconverger vers une problématique précise pour une cible précise qui a un problème à un moment précis de son parcours de soins. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, en amont du week-end. Et derrière, il va y avoir la phase plus d'idéation où, à partir de cette problématique bien précise, là, qui est le nœud entre les deux diamants, on va à nouveau diverger vers du brainstorming où on va avoir un maximum d'idées et on va reconverger en faisant le tri entre ces idées pour choisir vraiment une piste de conception qu'on a envie de creuser. Et la suite, c'est hyper important, c'est que derrière, on va itérer. C'est-à-dire que, OK, on a une idée de solution, mais on n'est pas encore sûr que c'est la bonne. Donc, il va falloir la prototyper, donc à moindre coût si possible, enfin, c'est même nécessaire. Et derrière, retourner sur le terrain, demander aux utilisateurs, est-ce que ça vous convient? Généralement, il y a des détails qui ne conviennent pas, donc on recommence. On fait une nouvelle version, on retourne sur le terrain, jusqu'à avoir vraiment la solution sur laquelle on a envie d'appuyer. Et cette phase de prototypage, elle peut se faire aussi avec des outils no-code, low-code. Là, j'insiste sur la partie digitale, car je sais que ça vous intéresse, vous, les spectateurs de l'Académie Invivox. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de créer un prototype numérique sans avoir besoin d'une seule ligne de code. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. On peut très bien tester à quoi ressemblerait une appli avec un outil comme Goodbarber. Moi, une fois, j'ai créé une appli sur Goodbarber, cliquable sur le téléphone. On peut téléphoner directement aux gens, on peut voir des documents. Il y a plein de choses qui sont intégrées. 0 ligne de code. En 2 jours, j'avais mon proto. Il y a des choses qui permettent de créer des bases de données, comme sur Airtable. Il y a des choses qui permettent de créer des sites sans avoir besoin de coder. Vous connaissez peut-être Strikingly, Wix. Il y a tout ce qui va être automatisation avec Zapier. Il y a plein d'outils comme ça que je vous invite très fortement à aller voir et à apprendre à utiliser parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir créer votre prototype pour tester. Et si vous êtes dans une grosse structure et vous avez besoin de prouver que votre idée est bonne avant d'aller chercher des budgets, c'est le meilleur moyen de faire ça par vous-même, en fait. C'est du bricolage, mais c'est du bricolage qui fonctionne. Et régulièrement, on n'a même pas besoin après d'aller coder parce que ça suffit. Et là, je vais vous donner un exemple d'une manière dont moi j'ai résolu une partie d'un problème en utilisant un outil comme ça qui existait déjà et que j'ai détourné. Et on aurait pu se dire que pour ce que j'avais à faire, il aurait fallu créer un nouvel outil totalement de A à Z avec des développeurs et en fait, c'était inutile. Alors, cette histoire, elle se passe pendant une période assez récente. Je pense que vous vous doutez que je vais vous parler du coronavirus avec cette image. Moi, en dehors de mon entreprise qui s'appelle l'Hôpital et aussi des missions de conseil qu'on fait avec Antidote Labs, j'ai aussi travaillé pendant 1 an et demi à la PHP, donc dans un bureau dédié à l'innovation organisationnelle et numérique sur des problématiques autour de l'intrapreneuriat dans les hôpitaux. Et donc, comment on peut encourager les projets qui sont portés par des professionnels de santé et les accompagner sur un point de vue méthodologique et leur apporter les outils pour prototyper, tester, etc. Et donc, dans ce cadre de mon travail à la PHP, j'étais toujours là-bas quand l'épidémie a explosé pendant la première vague.
Et le projet dont je vais vous parler, c'est la mobilisation de volontaires non soignants, donc c'est-à-dire tout ce qui va être hors du soin, parce qu'on a beaucoup parlé des renforts soignants, on avait besoin d'infirmiers notamment, mais derrière, il y avait aussi toute l'organisation, toutes les personnes qui avaient besoin de gérer finalement tous les sujets autour du matériel, autour des renforts, autour de toute l'organisation littéralement. Et donc, il y a eu cet appel à volontaires qui a permis de rassembler à peu près 20 000 personnes pour venir aider l'hôpital. Je vous montre exprès d'abord cette image qui est le site qui a été créé au bout d'à peu près 1 mois et demi par la direction de la communication qui est nickel. Mais au tout début, ça ressemblait pas du tout à ça, hein. Ça ressemblait à ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, parmi mes réseaux, j'ai eu des personnes qui m'ont contactée en me disant: «Je n'ai plus de stage ou je suis au chômage partiel, je ne sais pas trop quoi faire de mon temps pendant le premier confinement. Est-ce que tu sais comment je pourrais aider sur quelque chose en lien avec la crise?» Et donc, comme moi, je travaillais à la PHP, j'avais dit: «Bah oui, oui, bah, écris-moi et puis je vais faire passer l'info à mes directeurs et si on voit qu'il y a besoin d'aide, on t'appelle». Et j'ai mis ça publiquement sur un groupe Facebook et donc en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails. 200 mails en une nuit. Donc, je me suis dit que c'était pas très pratique en fait de gérer tous ces mails. Donc, je me suis dit, je vais faire un formulaire. Et donc, au départ, c'était juste un formulaire comme ça. Si vous reconnaissez sûrement que c'est un Google Form que j'ai créé en 30 minutes, hein. Je travaillais là-dessus avec une de mes collègues qui s'appelle Louise. On s'est dit, bon, bah voilà, on fait un Google Form. On va juste mettre 2-3 questions sur leurs coordonnées, ce qu'ils savent faire. Donc, on avait mis des types de compétences que les gens pouvaient cocher. Et comme ça, on a un tableau et on sait qui sait faire quoi. Le Google Form, du coup, c'était un lien. Et donc, les gens ont commencé à s'envoyer le lien à leurs amis, à leur famille, à d'autres collègues, etc. Et en fait, la magie des réseaux sociaux a fait qu'en une semaine, on avait 10 000 personnes qui étaient inscrites dessus. Donc ces 10 000 personnes, il fallait les gérer. Un tableau Excel qui se tourne de main en main, où tout le monde appelle les premiers de la liste, c'est quand même pas l'idéal. Donc on s'est dit, il faut un autre outil, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a décidé d'utiliser un Slack. Donc je pense qu'il y en a parmi vous qui sont familiers avec cet outil. Ça ressemble aussi à Teams, pour ceux qui connaissent plutôt Teams. C'est un outil de discussion instantanée sur lequel on a différents canaux. Donc nous, on a décidé de faire des canaux de discussion en fonction des différents types de compétences, ce que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran. Et on s'est dit, voilà, on va mettre les gens vont s'inscrire eux-mêmes dans les différents canaux. Donc voilà, moi, si je sais faire, moi, je savais faire de la chimie, par exemple. Vous voyez que le deuxième, c'est biologie, chimie, labo. Je me mets là. Et puis, s'il y a des missions où on a besoin d'un chimiste, parce que, voilà, typiquement, dans ce canal-là, il y avait pas mal de missions où il y avait besoin d'aide pour remplir le nom m'échappe, mais pour les essais cliniques, pouvoir remplir, j'ai perdu le mot, excusez-moi, l'ICRF, voilà. Et donc, il fallait des gens qui avaient une rigueur scientifique, donc on avait pris dans ce truc-là. À chaque fois que quelqu'un à la PHP avait un besoin, on lui demandait de nous envoyer une mission, donc c'est ce que vous voyez au milieu, donc avec un descriptif, il me faut un chef de projet qui a telle compétence, il me faut 3 ou 4 personnes pendant 3 mois, à temps plein, etc., avec le maximum d'infos. Nous, on le repostait sur le canal correspondant, et les gens, ils faisaient une réponse en dessous, là où vous voyez 6 réponses, là en bas, pour répondre et postuler en fait. Et si on zoome là-dessus, c'est ce qu'il y a sur la droite, fil de discussion. Voilà, les gens avec quelques lignes, ils expliquaient voilà ce que je sais faire, voilà mon expérience, je suis disponible, je peux venir vous aider. Donc nous derrière, on faisait un tri des gens qui étaient les plus disponibles et avec les meilleures compétences pour pouvoir envoyer cette liste à la personne qui avait besoin d'aide et pour qu'ils puissent en fait tout simplement se mettre en relation et avoir un bénévole ou plusieurs qui viennent les aider pendant cette durée de première vague au tout début de la crise. Pour vous donner un peu des chiffres, ce Slack, il a été créé le 19 mars 2020, donc vraiment au tout début de la première vague. Et voilà, au bout d'un mois, on avait 19 500 et quelques sur le Slack, et encore plus sur le formulaire, parce que les gens, parfois, on leur envoyait le lien du Slack, mais ils ne s'inscrivaient pas, donc on était à plus de 20 000 personnes, à peu près 10 000 messages échangés, et sur ces 20 000 personnes, plus de 1 200, au final, c'était même 1 300 qui ont été recrutés sur des missions de bénévolat, qui ont effectivement été aidés à la PHP. Et sur ces 1 300, il y en a plusieurs dizaines qui sont toujours à la PHP aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 1 an après, puisque évidemment le bénévolat, ça ne peut pas durer éternellement. Il y a aussi eu des gens qui ont été ensuite embauchés et qui ont continué à travailler là-bas, que ce soit sur les missions de crise
mais aussi sur d'autres missions de ce qu'on appelle l'hôpital entreprise, où il y avait vraiment une plus-value à avoir des compétences qui viennent de l'extérieur avec une expérience professionnelle d'une autre industrie qui viennent à la paix et de manière générale dans un hôpital ou dans une structure de santé, parce que derrière, ils ont aussi des connaissances sur notamment le numérique qui vont accélérer la transformation de l'hôpital. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, on pourra en discuter ensuite. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur le Slack, là, il y a quelques autres chiffres, il y avait 24 hôpitaux qui en ont bénéficié, 190 missions, 21 canaux. Bon voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais on pourra aussi en reparler. Et voilà, c'est une expérience qui vous montre que si je vous dis on a 20 000 personnes à gérer et affectées à des missions un peu comme une plateforme en fait, de vente d'emploi, peut-être que vous vous dites il faudrait qu'on crée une plateforme de A à Z, ça y est, il faut prendre des développeurs, il nous faut au moins 20 personnes, ça va mettre 3 mois et ça va coûter 100 000 euros. Et en fait, non, vous pouvez juste regarder ce qui existe, vous utilisez Slack, vous détournez un peu l'usage, ça suffit. On a utilisé ça de mars à juillet et on a géré 20 000 personnes avec. Et quand je dis on était 20 pour gérer ça, parce qu'on avait réussi à s'organiser d'une manière efficace. Le petit mot de la fin, c'est ma citation préférée que je répète beaucoup. Il n'y a pas d'innovation sans désobéissance. C'est un peu mon pied de nez, mais c'est vrai à deux titres. C'est vrai sur tout ce qui est lié à ce que je vous disais sur le pouvoir de l'ignorance. Le fait de prendre des personnes extérieures pour qu'elles proposent des nouvelles choses, ça leur permet de casser les règles, de casser les habitudes. Parce qu'elles ne savent pas, en fait, quelles sont les habitudes, elles ne sont pas formatées. Donc, elles peuvent arriver, ces personnes, en disant je ne comprends pas pourquoi ça marche comme ça. Et même si vous, qui travaillez là-dedans depuis 20 ans, vous pensez ça a toujours été comme ça, eux, ils ont la possibilité d'aller désobéir à ces habitudes-là et à ce cadre, de casser le cadre. Et le deuxième point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est plus la notion d'intrapreneuriat. Moi, c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que ce soit à l'AP ou avec des clients, notamment, on a monté un programme d'entrepreneuriat pour Roche avec Antidote. C'est d'être capable aussi, même si on n'a pas eu toutes les autorisations pour faire, de prendre du temps sur son temps libre, d'aller commencer à monter le projet avec les petits moyens qu'on a. Et ça, aller chercher les interviews, avoir des verbatims, savoir quels sont les besoins, commencer à prototyper, tout ça, on peut le faire sur son temps libre sans avoir besoin de budget. Et donc, on n'a pas besoin de commencer par demander la permission. Une fois que vous avez des preuves que c'est utile et que ça fonctionne, là, du coup, vous pourrez rentrer dans les rails. C'est exactement ce qui s'est passé pour mon Slack. Quand je l'ai démarré, je n'avais pas toutes les autorisations. Au début, j'ai eu quelques soucis. Et puis, une fois que j'ai fait la preuve par l'exemple, quand on avait besoin, ça a totalement changé, en fait. Et j'ai été intégrée dans les cellules de crise les plus stratégiques et en travaillant directement avec la direction générale. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma présentation. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'avais préparé d'autres sondages que j'ai totalement oublié de vous demander. Donc, on va peut-être les faire maintenant si Marion, tu penses que c'est le bon moment. Oui. Ouais, alors du coup, il y avait un premier sondage vis-à-vis des créatons pour voir un peu votre avis là-dessus. Où en fait, j'aimerais savoir si ça vous dirait, alors on part du principe que vous êtes dispo, etc. Si comme ça vous dirait de participer à une immersion dans le cadre d'un créaton, si ça vous dirait de participer à un week-end, et puis sinon, ça ne vous dirait pas trop de participer à ce type d'expérience. Donc là, je vous propose peut-être de donner votre avis là-dessus. Et puis en parallèle, si vous voulez poser vos questions dans la partie Q&R, n'hésitez pas, puisque là, on va arriver sur le temps de questions-réponses. Vous pouvez déjà commencer à les écrire et à les envoyer si vous le souhaitez. Waouh, quel enthousiasme, ça fait plaisir. Je vois qu'il y a 71% des personnes qui aimeraient bien participer à une immersion, 52% qui aimeraient bien participer à un week-end collectif, 14% qui ne sont pas forcément intéressés par ça. Ça me fait bien plaisir de voir ça. Écoutez, nous, c'est des choses qu'on est vraiment en train de développer aussi à plus grande échelle, parce que jusqu'à maintenant, vous avez vu, on a fait un événement par an, on s'est limité à l'Île-de-France. On est en train de se déployer aussi un peu plus au niveau national. Donc, si ça vous intéresse, que vous êtes en région, que vous avez aussi des écosystèmes en santé et innovation que vous auriez envie d'impliquer, écrivez-moi. Vraiment, c'est dans notre feuille de route de l'année. Et puis, si vous, à titre personnel, vous avez envie de participer, je peux que vous inviter à participer au prochain événement, donc qui aura lieu les immersions entre le 8 et le 19 mars et le week-end entre le 26 et le 28 mars. Toutes les infos sont sur le site de l'hôpital, l'hôpital.com. Et il y a une partie créaton où vous pouvez vous inscrire. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Et donc, la dernière question du sondage, c'était
C'était oui, alors du coup, finalement, est-ce que vous pensez que l'innovation utile est toujours technologique? Vous aurez compris que moi, je pense vraiment que non. Et j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord avec moi. Ah, il y a une personne qui pense que oui, et globalement, tous les autres ont l'air de dire que non. Alors là, je suis très curieuse, de savoir la personne qui pense que oui, pourquoi? Mais je vous propose en tous les cas de passer sur la partie, questions-réponses. Marion, qu'est-ce que tu en penses? Allons-y, c'est parti. Donc, en bas, vous pouvez poser vos questions. Peut-être que déjà, on a eu quelques réactions en commentaire, Aude, pour te dire bravo et que c'était passionnant. Et, Merci beaucoup. et aussi, on a déjà des demandes régionales pour la Normandie. Génial, génial. Hyper partante. Au niveau des... alors, juste une petite précision avant de prendre les questions une par une. Est-ce que vous avez vu le prochain talk de l'Invivox Academy? Ce sera Xavier Migaud de Bimini qui va vous présenter comment il a innové. Donc, on est encore dans l'innovation sur son continuum de formation. Et ça se passe la semaine prochaine à midi. Alors, je prends... Ça a l'air hyper intéressant aussi. Ouais, je vous le conseille aussi. Alors, je prends la première question. Peut-on avoir des noms d'outils no-code? Ah oui, bah alors je vous en ai cité tout à l'heure. Alors, la première chose qui est hyper facile à faire, c'est créer un site. Si vous avez besoin de créer un site internet, notamment juste une page pour dérouler et expliquer un projet que vous voulez faire, vous pouvez aller sur Strikingly. Ou alors vous pouvez, si vous voulez, je peux peut-être taper directement. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être landing page, on appelle ça, des sites très simples. Voilà. Moi, un de mes petits chouchous que j'ai déjà utilisé pour faire une app, c'est Good Barber. Good Barber, ça permet vraiment de faire une app en entier. Donc, vous pouvez l'utiliser comme PWA, comme Progressive Web App, donc qui s'ouvre sur l'ordinateur et sur le téléphone. Et vous pouvez aussi derrière mettre l'application sur le store. Donc, sur la partie qui est sur le store, vous pouvez rajouter des notifs, création de compte, tout ce que vous voulez, quoi. C'est pas mal du tout. En plus, c'est français. Tout à l'heure, je vous parlais de Airtable. Donc ça, c'est plutôt un Excel amélioré, en gros. Ça vous permet de faire des bases de données, de les visualiser de plein de manières différentes, de les trier. Enfin, c'est vraiment hyper pratique. Et donc, typiquement, si vous voulez faire un projet où ça va être, je sais pas, une plateforme et il faut mettre des gens en relation, il faut pouvoir visualiser des types de, je sais pas, de produits ou des choses comme ça permet de faire des choses très simples, visuelles, et même de l'intégrer dans votre site de manière très facile aussi. D'ailleurs, en parlant d'intégrer dans le site, ce qui est pas mal aussi pour les newsletters, vous connaissez peut-être Mailchimp, Mailjet. Si un jour vous voulez créer une communauté, ouais, j'avais parlé de Zapier tout à l'heure aussi. Si vous voulez créer une communauté et vous voulez créer une newsletter et vous voulez faire un truc un peu joli, d'ailleurs, pour faire des choses jolies, je vous conseille aussi Canva. Pour ceux qui connaissent, ça vous permet très facilement de créer des jolis documents, des cartes de visite, des feuilles, des plaquettes commerciales et autres, avec vraiment comment dire, un graphisme tout prêt que vous pouvez adapter qui rend bien. Ça, c'est les premières choses qui me viennent en tête. Mais ce que je vous conseille, si ça vous intéresse, moi, je travaille beaucoup avec une autre boîte qui s'appelle Start the Fuck Up, qui ont une très forte expertise là-dessus. Et sur leur site, il y a une toolbox. Donc, je vous le mets aussi dans les Q&R. Et vous avez voilà, pas mal d'outils qui sont présentés, qui sont expliqués. Moi, ce que je maîtrise, j'ai aussi beaucoup appris avec eux parce qu'en fait, on travaille beaucoup ensemble sur des missions de conseil. Je vois qu'il y a d'autres questions. C'est Oui. remarquablement ligne. Merci Françoise. Olivia, la désobéissance est classiquement étouffée et la nouveauté fait peur. Ça, c'est clair. La nouveauté fait très, très peur. Et dans les institutions publiques telles que la paix, qui sont très grosses, c'est vrai que je le comprends, en fait, parce que les enjeux sont forts et qu'ils ne peuvent pas se permettre non plus de faire n'importe quoi. Mais c'est pour ça que j'insiste sur... moi, j'ai une autre devise, c'est vaut mieux demander pardon que demander l'autorisation.
arriver en disant: «Oui, c'est nouveau et ça fait peur, mais regardez, ça sert», c'est peut-être la meilleure technique pour convaincre, quoi. Moi, typiquement sur le Slack, au début, j'avais mis mon nom partout. Je disais bien: «C'est en mon nom que je le fais, c'est pas au nom de la paix, ils m'ont pas demandé mon avis et cetera». Enfin, j'ai pas demandé leur avis, pardon, pour protéger l'institution. Et derrière, une fois que ça fonctionne, allez les voir en disant: «Vous voyez là, on a 20 000 personnes, il y en a déjà 100 qui ont fait des missions, ils sont super contents d'être là. Les gens de l'API sont super contents de les avoir. Ça vous dit qu'on continue?» Bah là, c'est la balance bénéfice-risque, elle penche parce que le bénéfice, il est apparent. En fait, souvent, le bénéfice, il est pas apparent, on voit que le risque. Donc là, bah, votre balance, elle est foutue, quoi. Donc, à réussir à montrer vous-même qu'il y a un bénéfice avec vos petits bras, ça marche. Voilà, les levées de boucliers sont les plus souvent massifs, en particulier dans des grosses comme la paix, on est d'accord. Comment porter cette sorte de philosophie de l'innovation sans être d'emblée taclé? Bah, c'est ce que je viens de vous expliquer, du coup. Je n'avais pas tout lu la question. Je Comment peux arriver... ouais. Pardon? Si tu veux, je peux te les lire, Aude. Ouais, vas-y. Comment arrivez-vous au plan réglementaire à intégrer des bénévoles dans les établissements de santé hors association de patients? Alors là, il faut se dire que c'était quand même une période très particulière. La première vague de la crise, c'était une période où bah, c'était tellement la panique que du coup, on a mis en place cette structure, mais cette structure-là, elle n'est pas pérenne, hein. Donc, moi, je vous disais tout à l'heure, ça a eu lieu entre le mois de mars et le mois de juillet. On avait mis en place des conventions de bénévolat, mais de toute façon, ce n'est pas quelque chose de pérenne puisque les missions sur lesquelles il y a eu de l'aide, c'est des missions qui, si elles se pérennisent, donnent lieu à des emplois, en fait. Donc là, on avait mis en place pardon, une convention de bénévolat où on prenait en compte les questions d'assurance ou autres. Mais voilà, sur le plan réglementaire, je pense qu'il reste des petits challenges pour que ça puisse être fait de manière plus pérenne. Alors, je prends 2 dernières questions parce qu'on essaye toujours de rester dans les horaires. Donc là, j'ai une question de Jean-Michel. «Il n'y a pas d'innovation sans désobéissance». Donc je pense que cette phrase, elle parle à tout le monde. Serait-ce une des raisons de l'incapacité des gros laboratoires pharmaceutiques à développer un vaccin sans y associer des startups externes? Alors là, je suis désolée, j'en ai aucune idée. Je ne vais pas m'avancer sur cette question, je ne suis pas du tout spécialiste des vaccins. Moi, le milieu du développement de médicaments, je l'ai quitté une fois que ma thèse était finie, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais voilà, pardon. Et j'ai une dernière question. Quelles sont les modalités pour participer à un créaton? Ah, alors du coup, ça, c'est très simple. Donc, en termes comment dire, de profil pour participer au créaton, il y a 2 règles. Donc la première règle, c'est sympa. La deuxième règle, c'est motivé. On ne regarde pas les CV. Voilà, c'est vraiment par principe, c'est ouvert à tous et plus il y a de diversité, mieux c'est. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, si vous avez envie de vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site de l'hôpital dans la catégorie créaton et vous regardez créaton 2021 et on peut tout à fait s'inscrire avec un petit Eventbrite. Là encore un outil no-code pour faire de l'événementiel Eventbrite, très pratique. Et derrière, en fait, vous allez être invité à répondre à un questionnaire. Vous pourrez préciser si vous voulez faire l'immersion plus le week-end ou si vous voulez faire uniquement le week-end. On ne peut pas faire uniquement l'immersion. C'est parce que du coup, il faut quand même que les problèmes vus sur le terrain, ils arrivent aussi pendant le week-end et qu'on puisse travailler dessus. Et derrière, en fait, selon les disponibilités de chacun, on va nous organiser les immersions avec nos différents lieux d'accueil. C'est pour ça qu'il y a une plage de 2 semaines parce que du coup, c'est des immersions de 3 jours, mais donc nous, on fait le petit matching selon les disponibilités sur cette plage de 2 semaines. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont fait une immersion, c'est toujours un binôme, présente le vendredi soir au début du week-end les problématiques qu'ils ont choisies. Les autres participants qui sont venus juste pour le week-end se greffent sur les équipes qui leur parlent, sur les sujets qu'ils ont envie de traiter. Et derrière, pendant tout le week-end, on a différentes phases de brainstorming, de conception. On crée un site d'ailleurs sur Trackingly. On va jusqu'à faire des petits écrans papier, des maquettes à quoi ça ressemblerait si c'est une app ou du bricolage pour à quoi ça ressemblerait, quoi, le parcours utilisateur. Et ça va jusqu'au pitch, du coup, à la fin du week-end. Et derrière, le jury détermine les prix. Et les prix, ça va être en fait du financement qui peut être utilisé pour développer le projet. J'espère que ça répond à toutes les questions. S'il y a d'autres questions, je suis aussi disponible après par email. Je vous avais tout à l'heure partagé l'écran où il y avait mon email qui apparaissait. Je vais le remettre tout de suite. On le voit.
Voilà. Donc, comme ça, vous avez mon email, vous avez le site de l'hôpital. Pour la partie conseil, vous pouvez avoir le site de Antidote Labs. Et voilà, je pourrais répondre aussi à vos questions s'il y en a d'autres. Et le replay sera envoyé dès demain parce qu'une personne avait loupé le début. Et donc, on l'envoie dès demain. Merci à tous pour votre participation. Merci, Aude, pour toutes ces clés qui va nous permettre de nous améliorer au quotidien. C'est l'objectif de cette académie. Donc, merci beaucoup à toi. Et merci à tous les participants et à la semaine prochaine sur l'Invivox Academy. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation et votre enthousiasme aussi dans les sondages. Et merci Invivox de m'avoir invité. Au plaisir de poursuivre les discussions. Avec grand plaisir, Aude.